Bravo à toi, tu es arrivé à la dernière partie de la vidéo qui a été découpée. Je les enchaîne tous là, c'est pour ça que ça me fait rire. Soit t'es arrivé ici par hasard et donc dans ce cas-là, je t'encourage à aller checker les autres parties ou tout simplement la vidéo complète. Sinon, bah bonne vidéo. On va faire quelque chose de simple. Qu'est-ce que ça donne dans un cas réel concret, voilà, parce que là j'ai montré plein de petits exemples, mais là je vais prendre un vrai exemple concret dans le sens où ce sera plus pertinent et des exemples que vous avez déjà rencontrés. Le plus basique finalement, pour illustrer le flux de travail que ça donne avec Duplo. J'ai juste là, donc en haut je répète, j'ai mon écran, mon cas. Alors, lorsqu'un utilisateur veut créer son compte sur mon application, il est obligé de fournir une adresse email, un nom, un âge. Donc les contraintes liées à ça, l'adresse email ne doit pas être déjà utilisée, le nom doit contenir uniquement des lettres, et donc peut contenir entre 5 et 35 caractères. L'âge du coup doit être supérieur ou égal à 13 ans. Donc on va commencer avec cette petite contrainte, ce petit exercice. Alors en premier, ce qu'on fait forcément, c'est déclarer. En fait, c'est s'occuper de structurer notre donnée. Donc ici, on a trois choses identifiées, le user email, le username et le user age. Donc voilà, j'ai récupéré les anciennes, ça me fera quand même un gain de temps. Donc username c'est email, username etc. Les règles c'est entre 5 et 35. Bon bah parfait, j'avais directement mis les bonnes. Donc là, on retrouve nos deux propriétés. Et ensuite, alors il y a une autre contrainte sur le username, c'est qu'on veut uniquement des lettres. Donc on va devoir créer une nouvelle contrainte qui s'appelle onlyLetter. Donc onlyLetter. Donc encore une fois, vous pouvez créer et vous êtes encouragé à créer vos propres contraintes selon vos besoins. C.createConstraint qui va s'appeler du coup onlyLetter. Donc encore une fois c'est pour une C-string, et derrière on va avoir un C.regex. Alors il faut savoir que, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais techniquement je peux mettre un tableau ici pour avoir plusieurs contraintes en même temps. Alors c'est pas C, excusez-moi, c'est dp.checkerregex. Donc ici je pourrais mettre plusieurs contraintes, ici on n'en a pas besoin, mais c'est possible de mettre plusieurs checkers, plutôt c'est pas contrainte, plusieurs checkers dans une seule et même contrainte. Donc là checkerregex, je vais récupérer la regex parce que j'ai un peu la flemme de l'écrire, donc c'est only letter, vous allez comprendre tout de suite pourquoi les relous à écrire. Vas-y, va sortir ça avec ton clavier. Donc voilà, j'ai ma contrainte onlyLetter. Bon, je vais déclarer son type, mais en vrai, en général, on va pas souvent avoir besoin de ce type-là, mais c'est pas très grave. Train, type of onlyLetter, voilà, parfait. Et donc, on va rajouter en plus cette contrainte-là, notre username, maximum 35 caractères, minimum 5 caractères, et en plus ne peut contenir que des lettres. Et donc là, on a appliqué toutes nos contraintes. Et pour terminer, le dernier champ, très simple, c'est le user age. User age est égal c.get, c.create new type. User age. Du coup, cette fois-ci, ça va être un c-number, on va utiliser ça comme ça. Et cette fois-ci, la contrainte, il y a une contrainte associée qui est le minimum 13 ans, donc c.numbermin. Donc là, il est inclusif. Non, c'est pas 12, c'est 13, parce qu'il est inclusif. C'est précisé à l'intérieur, that's greater or equal to min. Donc la contrainte numbermin, donc là, notre user age, qui a forcément 13 ans. Donc on ne pourra pas initialiser, finalement, créer un utilisateur qui a moins de 13 ans avec cette contrainte, vu qu'on ne pourra pas obtenir ce champ-là. De la même manière, je vais redéclarer le type associé, user age, tac, new type qui est joli avec la contrainte associée. Donc ça c'est bon, on a terminé pour la phase de déclaration. Ensuite, seconde phase, c'est là, toujours dans la création de l'utilisateur, c'est la fonction qui va vérifier si une email est disponible. Ça fait partie des contraintes dans la création de notre utilisateur. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va pas déclarer l'implémentation parce qu'encore une fois, ce n'est pas forcément intéressant. L'implémentation, l'exécution du code en fait sera tellement contrainte qu'elle sera induite. Et puis de toute façon, vérifier une email, c'est un call en base de données, etc., etc. Ça, ce sont des choses pas forcément très pertinentes à illustrer. Donc, user email is le pire mot du monde, available. Available, mon anglais fantastique, user email. Et donc là, qu'est-ce qu'on attend? Pour le coup, un user email. Tac, voilà. Et donc en promesse, en résultat, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une promesse, parce que forcément ça fera un call en base de données, on va pas se mentir. Donc je vais mettre des résultats, un e.result, d'information du coup email.available. Et donc là, on obtient notre on obtient une user email, ou alors on peut avoir un autre résultat, mais un résultat en fait n'est ni positif ni négatif. Bon, dans la pratique, il est right, mais un résultat en fait
il y a plein de cas où finalement ce ne sont pas des erreurs dans ce que vous souhaitez. Donc email already use. Donc l'email est déjà utilisé. Et on va renvoyer quand même notre adresse email également avec. Et là, je vais faire un truc assez intéressant. Je vais utiliser ce qu'on appelle une évidence. Donc une évidence, c'est une preuve de passage, une preuve associée à un résultat de fonction. Donc là, je vais faire evidence. Donc dans le typage, je dis OK, je veux que ce soit un user email et une évidence qui va s'appeler, par exemple, ici, juste available. Et l'autre, je vais utiliser une autre évidence qui va s'appeler, ici, already used. Tac. On va l'utiliser de cette manière-là. Vous allez voir à quoi ça sert un petit peu plus tard. Donc ensuite, on va passer, donc ça c'est la fonction qui vérifie si une email est disponible. Là, je vais passer à la fonction qui crée l'utilisateur. Et là, toute la magie va arriver. Donc là, pareil, on s'en fiche de l'implémentation. Donc je déclare juste une fonction purement théorique via du typage. Donc là, j'ai ma fonction create user. À l'intérieur de ce create user, on va avoir du coup des params. Donc, l'email, je vais la traiter en dernier parce que c'est le plus intéressant. Ici, on a juste accepté déjà un name qui correspond à un user name. Ici, on va avoir un âge, oui, il ne faut pas oublier, user age. Et ensuite, on va avoir du coup notre email. Et là, comment obtenir notre email? En fait, ce qu'on veut, voilà, c'est ça qui est important. Ce qu'on veut, c'est pas un user email. Ce qu'on veut, c'est un user email disponible. Et donc, ce qu'on va faire, c'est un c.get evidence result. Donc, je vais récupérer la preuve d'un résultat de type of user available. Je vais récupérer une preuve et là, je veux récupérer, ça me suggère available. Donc, ce que je dis explicitement, je veux récupérer en fait la preuve du résultat de cette fonction-là et la preuve que je souhaite, c'est disponible. Et donc, je lis par le typage l'exécution de cette fonction-là et l'exécution de cette fonction-là. Si je veux fournir le paramètre email, ce qui est obligatoire sinon je vais avoir une erreur de type, et ben je dois forcément passer par cette fonction-là. Je lis directement le résultat et pas forcément passer, je veux explicitement le résultat disponible, available. Donc là d'ailleurs on va avoir, imaginons un promise de void, on s'en fiche. Voilà. Et donc si je vais vous montrer tac, qui est demandé ici, pour user email, et ben c'est un user email avec la preuve, l'évidence available. Et donc je vais vous montrer une petite implémentation qui va être sympa. On va faire une petite implémentation cette fois-ci, mais avec Duplo JS HTTP pour vous montrer encore plus le flux, comment il peut être vraiment très adapté à tout ce que vous voulez faire, et surtout très DX. Et en termes de lecture, vous allez kiffer, vous allez voir. Donc là, on va utiliser du coup l'autre package qui s'appelle Duplo.js HTTP, et on va faire un use route builder. Donc imaginons qu'on soit évidemment dans un fichier de route, là je déclare tout dans le même fichier, mais c'est vraiment juste pour l'exercice. Donc ici, on va avoir la méthode post, hein, on va créer notre route /user, donc là à l'intérieur. Tac. Ici, on va extract ce qu'on va créer, on va avoir notre email, et on va utiliser du coup une seule source de vérité, c'est ça qui est important, user email. Alors c'est ça qui est intéressant, on va faire un toExtract parser. Alors toExtract parser, c'est quoi? C'est une méthode qui a été ajoutée par Duplo HTTP, qui permet en fait d'exploiter les new types directement, et de les transformer en parseurs, ce qui nous permet d'extraire plus facilement. En gros, ça transforme, comme on peut voir ici, en data parser. Et donc, de ce data parser, donc là c'est un data parser extended, et ben, je l'exploite dans la méthode extract, qui me permet d'extraire en fait de ma route. Donc quand je vais faire une requête, et ben, extract email, la valeur email. Là, du coup, techniquement, c'est pas dans email directement, mais c'est dans, excusez-moi, c'est body, tac, email. Aïe, tac, je vais y arriver, bam, commande V, email. Et là, directement, du coup, dans mon body, j'exige que dans mon body, il y a une email. Donc, j'extrais de mon body l'email, et ce qui va valider si la donnée est valide email, et ben, c'est le new type. Et ce que j'obtiens là derrière, c'est ça qui est très intéressant. Donc là, async, tac, 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 voilà. Et bien, ce que j'obtiens derrière, merde, tac, j'ai oublié, il faut que je fournisse un contrat. Voilà, je fournirai plus tard. Ce que je j'obtiens derrière, du coup, c'est email, mais c'est email sous forme de new type directement. Et si jamais ça échoue, ça renvoie une erreur. C'est une erreur 422, si je ne me trompe pas, une unprocessable entity. Mais vous pouvez préciser ici, avec des response contracts, vous pouvez préciser ici quel type d'erreur vous allez renvoyer. Par exemple, ici, juste une bad request, par exemple, avec un code erreur wrong email, imaginons. Et donc ça... en définissant ce contrat, si quelque chose échoue dans cet extract-là, ça serait une réponse bad request qui sera envoyée avec une information wrong email. Et donc, c'est pas fini, hein, et on a d'autres choses à extraire. Donc, pour la création de notre utilisateur, on a du coup le name. Donc, on va partir de user name.to
extract parser. Et enfin, on va avoir l'âge, on va avoir un user age.to extract parser. De la même manière, voilà, on appelle 3 fois cette méthode et puis on obtient ce qu'on souhaite. Et derrière, du coup, on a, je vais y arriver, l'âge, le nom. Donc on obtient ici notre user email, notre user age et ici notre username. Ce qui est sympa, alors on va pouvoir définir aussi plusieurs contrats, ça c'est spécifique évidemment du flow HTTP. Donc on va avoir le contrat created, hein, parce que on va créer un utilisateur, donc on va forcément un user.created. Alors l'intérêt de ces contrats, c'est que derrière on peut générer un Swagger directement attaché à ça, et générer un client de type directement à partir de nos routes. Donc là, je vais vraiment pouvoir, tu vois, je type ça ici, donc le type qui a été créé par mon new type présent dans mon métier. Et quand j'utilise dans l'extract, derrière je génère du typage, donc non seulement je génère le Swagger avec toutes les informations, mais en plus je génère le typage de mon client HTTP, et du coup dans mon client HTTP, il est complètement dépendant, donc ça c'est mon front, va être complètement dépendant en back-end, donc j'ai une seule source de données, va être complètement dépendant du typage de mon adresse email, enfin de mon adresse email, de mon user email déclaré en fait dans la couche la plus haute. Et donc c'est pour ça que ça peut paraître un peu verbeux explicite, mais ça permet de dire complètement à quoi ressemble quoi finalement, pour évidemment avoir à faire les choses qu'une seule fois. Et de toute façon ici c'est pratique pour le runtime mais également pratique pour la génération. Donc qu'est-ce qu'on a à faire? On a nos deux petites fonctions, faut pas oublier, user email et create user, et on va devoir du coup les traiter. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais return directement un async pipe, voilà, donc c'est pour avoir un flux asynchrone. À l'intérieur, je vais utiliser la fonction user email is available, donc est-ce que l'email est disponible. Donc je fournis l'email à l'intérieur, j'obtiens mes résultats. Ici je fais un e.match information. Donc là, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens un user email already used, donc là pour l'instant on renvoie un nul. C'est pas forcément très intéressant. Et ensuite, ici, un email available. Et là, du coup, qu'est-ce que j'obtiens? Mon email, qui est du coup correctement typé, avec mon evidence available. Et donc, c'est comme ça que je vais pouvoir appeler, du coup, mon create user. Ici, je vais faire un await. Donc, forcément, ici, il faut que ce soit asynchrone, évidemment. Wait. Tac, ici on va avoir mon âge, mon email et mon nom. Bon là il me sort des trucs, là il me sort une erreur de titre, mais c'est pas très grave, parce que c'est pas très important pour l'instant. Donc du coup, ici on a, donc on peut voir ici du coup on reçoit le type correct, et on peut du coup l'implémenter à l'intérieur. Si j'avais pas l'email ici, évidemment je me taperais, donc on peut voir ici une erreur ici, parce que ici, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande, ok, le new type, mais il faut en plus l'évidence ajoutée. La propriété evidence est absente, et du coup il faut en plus une evidence available. Du coup, ça rend dépendant de l'exécution de la fonction. Bon là, il râle, pourquoi? C'est simple, c'est parce qu'en fait déjà j'ai deux cas, un cas d'échec et un cas de réussite, et il faut que je renvoie une réponse. Donc déjà, je vais déjà typer mon cas d'échec, donc là c'est responsecontract.conflict, ouais, quelque chose existe déjà, c'est un conflit. User.al, c'est email.alreadyuse. Voilà. Et derrière, en fait, j'obtiens du coup, ça c'est pour du flow HTTP, une response, et ma response, qu'est-ce que je vais faire avec? Des choses magnifiques. Ici, c'est un user response already exist, et ici, il faut que je fasse un return de response, tac, tac, et ici, c'est create. Et là, de cette manière, du coup, les contrats sont respectés, parce que ici, je respecte ces contrats-là. Si ici je mettais autre chose, forcément ça pèterait un câble. Du coup, tous les contrats sont respectés, donc tout est bon. Et si jamais, imaginons, parce que tu vois, j'ai un already used, mais peut-être que j'ai autre chose qu'un already used, et j'ai un expect validation. Imaginons que ce soit en attente. Expect validation. Et cet expect validation, bon là on s'en fout un peu de l'évidence, c'est pas forcément quelque chose d'important pour l'exemple, et cet expect validation, il est directement, il cause directement une erreur en fait, parce qu'en fait, ici j'ai un cas à traiter en plus, donc ici ça cause une erreur non seulement sur le match ici, et en plus sur la sync pipe, parce qu'en fait, le match n'arrive pas à résoudre vu qu'il manque, vu que le type n'est pas correct. Et ici, je dois faire un email expect validation, je dois avoir le traitement. Et du coup, finalement, ça serait le même traitement que celui-là. Je ferai commande C, commande V, et donc je choisis explicitement d'avoir le même traitement. Et là, je ferai un expect validation, et là, du coup, email already use. Et là, de cette manière-là, je suis complètement dépendant des fonctions de mon métier. Et donc, peu importe le changement, il me sera directement indiqué, et en plus indiqué derrière, moi, j'ai des répercussions, je modifie
ma couche d'abstraction HTTP. Et en plus derrière, ça régénère un Swagger, ça régénère le typage, ça régénère tout. Je vous conseille vraiment d'aller voir la documentation de Duplo.js HTTP. Je pense que ça vous fera vraiment plaisir. Et donc voilà, c'est une petite démonstration du flux de travail que vous pouvez avoir. C'est plutôt, on va pas se mentir, assez satisfaisant et agréable à utiliser. D'un point de vue DX, c'est génial. Ça permet vraiment de modéliser la donnée telle qu'on l'espère et telle qu'on la voudrait. Ça permet également de créer des dépendances entre l'exécution des fonctions. Franchement, c'est génial, et vraiment, ça permet de, grâce à du typage, garantir une exécution correcte lors du runtime. Là, je sais que si j'exécute ça, il y a zéro problème. Aujourd'hui, en plus, à l'ère de l'IA, bon là, je parle énormément de développement et de DX, mais à l'ère de l'IA, comment garantir que l'IA respecte votre prompt? Bah, au lieu de prompter via du langage qui ne garantit pas le respect du prompt, et ben vous promptez via des règles de typage. Et en promptant via de la déclaration, et ben si le typage passe, vous savez déjà que le code va s'exécuter correctement. Bon, évidemment, il faut lui mettre à l'intérieur que les assertions sont interdites et qu'il faut utiliser ces types-là. Mais du coup, à travers le prompt, je crée ce qui va vérifier que le prompt est valide. Donc voilà, même à l'ère de l'IA, ce genre de pratique est extrêmement utile. Et en plus, au niveau de la lecture, j'ai fait en 65 lignes, j'ai fait énormément de choses. L'équivalent Domain Driven Design ou l'équivalent avec d'autres librairies prendrait mais vraiment 10 fichiers de 100 lignes à chaque fois. Surtout pour la complexité qu'il peut y avoir derrière toutes ces choses-là. Donc voilà, de cette manière-là, on a sécurisé l'exécution, on a défini les choses correctement comme on les souhaitait. Évidemment, tout ça, c'est grâce au Type Driven Design. C'est vraiment l'idée en premier, on type, on structure, et puis après on implémente. L'implémentation étant présente ici, le typage étant présent au-dessus. Même si ça, c'est de la déclaration qui est valide au runtime, en fait, ça, c'est surtout de la déclaration qui est utile pour le typage. Et donc, que ce soit pour valider du back-end ici, mais également du front-end, parce que oui, le back-end peut générer des schémas pour le front-end, et ben dans des formulaires par exemple ça peut être très pratique, et ben vous pouvez facilement avoir une seule source de vérité, et du coup dès que vous la modifiez, ça impacte tout votre code et ça vous indique exactement les impacts de votre code. Bon bah très bien, c'est tout pour aujourd'hui, la vidéo va être assez longue, j'espère que vous l'avez regardée jusqu'au bout et merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, pour ceux qui arrivent jusqu'à là. Et évidemment ce cours là n'est pas terminé, on se retrouvera pour un prochain chapitre qui s'appellera Structurer et exiger.